Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver en ce jeudi 22 octobre 2020. Et oui, je vous donne la date pour la première fois pour deux raisons. La première, pour situer cette émission dans le temps, dans une période un peu compliquée, on va dire. La deuxième, pour fêter un centenaire, j'y reviens dans un instant. Donc, en période de crise Covid-19, j'avais envie qu'on se change un peu les idées. C'est pour ça que nous allons parler de la tuberculose. Et oui, la tuberculose, maladie bien connue qui fait frémir depuis des siècles. C'est une maladie incurable, à l'époque en tout cas, dont on ignorait la cause et les remèdes à y apporter. Il a fallu attendre le milieu du 19e siècle pour que son origine soit connue et le milieu du 20e seulement pour que ce fléau soit maîtrisé, au moins dans les pays développés. Cette affection peut être définie comme une maladie infectieuse et contagieuse due à une mycobactérie nommée bacille de Koch. Je ne vais pas revenir sur Koch, on l'a eu dans l'émission Pasteur bien sûr, maintenant vous le connaissez, qui affecte cette maladie le plus souvent le poumon. Et c'est vrai qu'on parle plus souvent de tuberculose pulmonaire, mais il y en a d'autres, on en parlera en fin d'émission bien sûr. Au fil des siècles, son existence a été signalée par des écrits, des représentations artistiques. Alors évidemment, on en trouve des traces dans les squelettes préhistoriques, dans des momies égyptiennes de la 21e dynastie, en Chine évidemment. Et à l'heure où la tuberculose pulmonaire fait de nouveau, figurez-vous, figure de fléau, il m'a semblé intéressant de retracer certains passages, des passages importants de son histoire. C'est pourquoi l'objet de cette émission porte sur l'évolution de la prophylaxie et les traitements de cette infection jusqu'à la découverte du BCG. Et en deuxième partie d'émission, nous parlerons du centenaire, le fameux centenaire de l'Union internationale contre la tuberculose, qu'on appelle l'Union aujourd'hui. Donc c'est 100 ans, bon anniversaire. Nous sommes d'ailleurs dans les locaux de l'Union et je suis en compagnie de Nathalie Emaille Lyotard qui est en charge des partenariats et de Nawel Saadi en charge des RH. Toutes les deux un peu la mémoire de l'Union. Bonjour mesdames. Bonjour Richard. Je suis ravi de vous accueillir. Donc vous n'hésitez pas à m'interrompre si je dis des bêtises, mais a priori j'espère que j'ai pas trop dit de bêtises. Donc en fin d'émission, en deuxième partie d'émission, on va revenir sur cette histoire de l'Union qui est extrêmement importante. Donc restez vraiment avec nous jusqu'au bout. Alors, au-delà de cette émission, il faut, je crois, tirer quand même une sonnette d'alarme devant la résurgence de cette affection, devant les plus de 1,5 million de morts par an, je dis bien par an, dans le monde. C'est vrai que dans les pays industrialisés, la tuberculose a plutôt régressé jusque dans les années 85-90, mais depuis ces années-là, c'est en train de remonter. Figurez-vous, dans les grandes métropoles, c'est vrai que ça ne cesse de croître. Alors, il y a beaucoup de facteurs, on y reviendra certainement tout à l'heure, qui sont à l'origine de cette croissance, la pauvreté, l'absence de dépistage systématique de la tuberculose, l'infection par le VIH, les nouveaux arrivants, etc. C'est vrai qu'il y a beaucoup de facteurs différents. Dans les pays en voie de développement, la situation reste, je crois, dramatique. Et il faudra qu'on en parle. Une question se pose alors, et je veux la poser dans cette émission, la tuberculose n'est-elle pas devenue trop tôt une maladie comme les autres ? Nous avions vaincu la tuberculose. C'est l'émission numéro 250 de Timeline. Timeline, Richard Fremder, Prem Cariou. Alors, après cette longue introduction, est-ce qu'il est vraiment raisonnable, en 2020, après plus de 100 ans après la découverte du bacille de Koch, de parler encore de la tuberculose, alors que cette maladie ne tue plus qu'environ 300 personnes par an, en France en tout cas, c'est-à-dire 10 fois moins que les accidents de la route, plus de 10 fois moins que certains cancers. On peut se poser la question, sauf que, mesdames, messieurs, la tuberculose est aux portes de Paris actuellement, est aux portes des grandes capitales occidentales, et c'est pour ça que c'était intéressant de revenir sur toute cette histoire. Alors c'est vrai, en France, on a quoi ? 2000 cas par an, je parle bien de cas, pas de morts, bien sûr, il faut différencier, toute ressemblance avec des faits actuels ne serait que purement fortuite, vous le savez bien.
Bref, si on ne meurt pas, ou en tout cas pas beaucoup, de tuberculose en France, on est souvent frappé. Et ça persiste, il persiste en tout cas dans cette histoire, dans la tuberculose, une sorte d'imagerie populaire encore très importante, très vivace, très vivante. On a tous, toutes dans notre famille, un grand-père, un grand-oncle, un arrière-grand-père, une grand-mère, enfin bref, qui a eu, ou qui s'en est sorti, ou qui est mort de la tuberculose. Donc c'est intéressant. La littérature également nous a évidemment abreuvé de tuberculose. On pense à Thomas Mann en 1924 et à sa montagne magique qui est toujours illisible à mon sens, mais qui en tout cas nous renseigne sur cette maladie. Et je pense évidemment à Marguerite Gauthier, le roman d'Alexandre Dumas-Fils, La Dame aux Camélias, qui nous a donné, qui était merveilleux comme roman, et qui nous a donné le non moins merveilleux opéra, La Traviata de Verdi. Mais tant d'autres, tant de peintres, tant d'écrivains sont morts, ont été fauchés par la tuberculose. On va y revenir. Donc il faut encore de nos jours compter avec la tuberculose. C'est pour ça que je voulais faire cette émission et cette historique, et ça tombe bien, puisque c'est donc le centenaire de l'Union. Alors, on va parler d'histoire, parce que la tuberculose, c'est un témoin de l'histoire, de notre histoire. Alors, notre histoire avec un grand N et histoire avec un grand H, de l'histoire de l'humanité. Je le disais tout à l'heure en introduction, dans cette longue intro, mais c'est vrai que quand des archéologues ont déniché des squelettes qui datent du 3e millénaire avant notre ère, on a trouvé sur certains de ces squelettes la présence déjà de la tuberculose. Elle était déjà là. Je parlais de certaines momies également. Donc depuis toujours, cette maladie fait partie de l'histoire de l'être humain. Alors, je passe un peu rapidement. Hippocrate a consacré des travaux importants à la phtisie. Alors, il faut savoir, tuberculose aujourd'hui, mais phtisie avant. On a parlé également de peste blanche. Tout ça, c'est la même chose. Et on a aussi arrêté de Cappadoce avec l'Empire romain. Donc, beaucoup d'écrivains, beaucoup de témoins ont parlé de la tuberculose pour donner les effets qu'elle avait, mais pas pour mesures prophylactiques du tout. Les premières mesures prophylactiques, les premiers travaux datent... on va passer le Moyen-Âge, parce que ce qui est intéressant d'ailleurs au Moyen-Âge, c'est qu'il y a tellement de maladies différentes, diverses et variées. En plus des guerres, on ne sait pas trop de quoi on meurt. Il faut faire beaucoup plus de recherches, et la tuberculose n'est pas la première recherche médiévale. Mais Moyen-Âge, ça veut dire 1000 ans, donc c'est énorme. Et à la toute fin du Moyen-Âge, on a Fracastor, médecin italien, qui est né en 1478, qui estimait, lui, que cette maladie se transmettait et ça c'est important, par des microparticules, et qu'elle devait donc être incluse dans la catégorie, ça c'est extrêmement important, des maladies contagieuses. C'est la première fois, on est au XVe siècle, à la toute fin du XVe siècle, pour la première fois, on parle, et pas en France, on parle de maladies contagieuses. On a André de Lorrains, le médecin de Henri IV, qui affirmait plus tard que les écrouelles suppurantes étaient susceptibles de contaminer les sujets sains. Et tous les deux donc avaient pressenti, si vous voulez, la nature, sans savoir, la nature contagieuse de la maladie, mais il faudra attendre 1866, c'est-à-dire plus de 200 ans plus tard, et les découvertes de Jean-Antoine Villemain pour que tous ces faits soient prouvés de façon absolument irréfutable. Cette période a vu naître les premières mesures anti-contagionnistes, si je puis dire, si le mot existe. En 1643, on a une riche bourgeoise de la ville de Reims, qui a aidé de quelques autres, qui va ouvrir un hôpital spécialisé pour recevoir, pour héberger et pour soigner, tant que faire se peut, les personnes, et plus particulièrement les enfants d'ailleurs, les enfants en bas âge, pour attaquer du mal des écrouelles, d'autant plus dangereux qu'ils se communiquent par la fréquentation, dit-elle. Et en mai 1683, Louis XIV, à la demande de Colbert, va accorder à cet hôpital, appelé la Maison de Saint-Marcoux, des lettres patentes affirmant entre autres que, je cite, « les malades ainsi séquestrés et hors du commun n'ont point communiqué leurs maux aux personnes saines. Pour la première fois, on met à part les malades par rapport aux personnes saines. Ça, c'est important, au contraire de certaines époques qui mettent en quarantaine tout le monde. Déjà à cette époque, bien que l'affection soit totalement méconnue, on s'inquiétait quand même tout en haut de l'État de la contamination. Des mesures simples au départ, mais efficaces, ont donc été prises dans certaines villes pour éviter la propagation de cette affection. Alors on avance un petit peu, on arrive au XVIIIe siècle. Le plus important, c'est le XIXe, donc c'est pour ça que je vais passer vite sur ces époques-là. Le XVIIIe siècle est à l'origine de la prise réelle des mesures, des premières vraies mesures prophylactiques. Alors les mesures prophylactiques, c'est tout simplement le moyen de prévenir de la maladie, de l'apparition de la maladie, mais des mesures draconiennes dans certains pays, mais pas en France. Des pays méridionaux. Et oui, malheureusement, en France, les autorités ne vont pas juger nécessaire d'imposer des règlements officiels. Il y a seulement quelques conseils pratiques que je vais vous donner qui ont été fournis à la population, uniquement des tuberculeux, pas
à tout le monde. D'abord, évitez de cracher par terre. On remarquera qu'aujourd'hui, dans les villes, dans les grandes villes, beaucoup de gens encore aujourd'hui crachent par terre. Aérer les chambres, laver et désinfecter les effets personnels du malade, supprimer les tentures et les tapisseries. Voilà les seules mesures prophylactiques au XVIIIe siècle en France. Vous avez ce grand médecin, Laennec, qui a donné son nom à un hôpital parisien, évidemment, qui lui recommande de placer sous le lit des phtisiques des baquets remplis de varech qui sont venus des plages bretonnes pour que ces gens-là aient la chance d'avoir du bon air. Alors les varech, c'est les algues, hein, évidemment. Donc vous voyez, où est-ce qu'on en est ? On est, alors j'allais dire, on est presque encore au Moyen-Âge, mais ce serait trop péjoratif. Le Moyen-Âge avait beaucoup d'avance sur certains sujets, évidemment. Mais dans le même temps, et c'est là que c'est intéressant, dans le même temps, certains souverains, eux, prenaient réellement les armes contre cette affection, et on a Ferdinand VI en Espagne qui va faire paraître un édit en 1751 où des mesures rigoureuses étaient mentionnées pour éviter la contamination. Je ne peux résister au plaisir de vous lire ces mesures, ça prend un peu de temps, mais écoutez l'ordonnance de Ferdinand VI, on est en 1751 quand même. L'expérience ayant fait voir combien est périlleux l'usage du linge, des meubles et des objets ayant servi aux personnes atteintes et mortes de maladies éthysiques, phtisiques et autres maladies contagieuses, nous enjoignons à tout médecin de faire connaître les personnes malades et mortes de ces maladies. Ce qui est intéressant, c'est qu'il commence par l'expérience. Moi, j'insiste toujours sur le duel Platon-Aristote, sur toujours le duel entre l'expérience et ceux qui savent, entre guillemets. C'est Aristote qui disait « la science et l'art adviennent aux hommes par l'intermédiaire de l'expérience », la fameuse empiria qui va donner l'empirisme derrière. On sait parce qu'on connaît d'expérience, on connaît du terrain. Et c'est donc de là que va tirer Ferdinand VI, qui est quand même loin d'être un imbécile, ainsi que ses conseillers. Donc il tire de tout ça cette ordonnance. De façon que l'alcade fasse brûler le linge, les vêtements, les meubles et tout autre objet dont le malade se sera servi personnellement ou qui seront restés dans sa chambre. De façon que l'alcade ordonne ainsi que la chambre où le malade sera mort soit replâtrée et blanchie, que le parquetage ou le dallage de la pièce ou de l'alcôve où se trouvait le lit soit changé. De plus, registre sera tenu de la provenance des hardes trouvées chez les brocanteurs, marchands de vieux habits avec indication des noms et domiciles du vendeur, ainsi que des personnes auxquelles linge et vêtements auront servi, les brocanteurs et marchands de vieux habits faisant ordinaire commerce des faits contaminés. L'alcade délivrera un papier attestant, écoutez bien, l'alcade délivrera un papier attestant que les dites marchandises sont exemptes de contagion. Ce papier seul permettra au brocanteur de retenir ou de vendre les marchandises d'occasion. Tout médecin qui ne fera pas connaître les malades ou les morts à l'alcade de son quartier encourt la première fois une amende de 200 ducats et une suspension pendant une année, la seconde fois une amende de 400 ducats et la peine d'exil pendant 4 ans. On n'est pas loin de l'application Stop Covid aujourd'hui, on donne son nom, etc. Quand on va au restaurant, on n'est pas très loin finalement, on n'a pas beaucoup changé, beaucoup évolué, je trouve, dans certains cas. C'est pareil en Italie, où en 1784, Philippe IV, le roi de Naples, de Jérusalem et de Sicile, va également lui aussi faire proclamer contagieuse la phtisie, encore une fois contagieuse. On n'est pas du tout à ce niveau-là en France. Il va faire enjoindre aux médecins et aux gardes-malades de déclarer les phtisiques afin que les objets leur ayant appartenu fussent brûlés, etc. etc. C'est la même chose, on peut remarquer ça. Ils ont compris, eux, par l'expérience, par le terrain, que ça pouvait être contagieux. Ce qui est intéressant, c'est que chez nous, donc, on n'a pas du tout ce genre de mesures prophylactiques. Et quand on a nos ressortissants qui vont se balader dans certains pays, qui ne sont pas donc habitués à de telles mesures, on a leurs témoignages. On est au tout début du 19e siècle, et de Rome, où il était secrétaire d'ambassade, Chateaubriand écrit à Fontane: « J'ai tiré sur vous une lettre de change. Je suis dans un grand embarras. J'espérais obtenir 2000 écus de mes voitures. Mais comme par une loi du temps d'Ego, l'Éthisie est à Rome déclarée maladie contagieuse et que Madame de Beaumont, morte poitrinaire, est montée 2 ou 3 fois dans mes équipages, personne ne veut les acheter. » On constate combien la loi, encore une fois, est scrupuleusement suivie. Et pour les Français, ça paraît barbare, il le dit, comme si on était chez Lego. Or, pour nous, ça paraît barbare. Et à Majorque, en 1830, George Sand, qui voyage avec Frédéric Chopin, bien sûr, est confronté au même problème. Voilà ce qu'elle écrit. « La phtisie, rare dans ces climats, passe pour contagieuse. Le propriétaire de la petite maison que nous avions louée nous mit brusquement à la porte et voulut nous intenter un procès pour nous forcer à recrépir sa maison infectée par la contagion. Nous résolûmes de partir, quoique Chopin n'eut pas la force de se traîner. Nous demandâmes un dernier service, une voiture pour le transporter à Palma, où nous voulions embarquer.
Ce service nous fut refusé, quoique nos amis eussent tout équipage et fortune à l'avenant. Il nous fallut faire 3 lieues en birlocaux, c'est-à-dire en brouette. En arrivant à Palma, Chopin eut un crachement de sang épouvantable, ce qui n'a pas dû aider. Nous embarquâmes le lendemain pour Barcelone. L'hôte voulait nous faire payer le lit sur lequel Chopin avait couché sous prétexte qu'il était infecté et que la police lui ordonnait de le brûler. Voilà les mesures prophylactiques qui existaient donc hors de France. Le XVIIIe siècle, donc dans de nombreux pays, est à l'origine de prophylaxies fondées sur la contagion. Malheureusement, la France, encore une fois, n'a pas suivi cet exemple. On dit toujours que la France a une guerre de retard. C'est une expression qu'on a souvent. C'est vrai, dans plein de domaines, mais quand elle s'y met, on va le voir tout à l'heure, elle rattrape très vite son retard et elle devient meilleure du monde. Pendant des décennies les premières décennies du 19e siècle, donc la France, elle, n'est pas sur la contagion, mais plutôt sur la théorie de l'hérédité. Voilà, pour nous, l'affection est censée se transmettre de parents à enfants. Le but est de renforcer donc chez les médecins un organisme génétiquement prédisposé et non de lutter contre une maladie infectieuse. La prophylaxie consistait en des règles hygiéno-diététiques, si vous voulez, si le mot existe encore une fois, qui concernaient les habitudes alimentaires et vestimentaires, et prônait un exercice modéré, une hydrothérapie, le choix d'un climat favorable, et certains médecins étaient même persuadés qu'il existait même une altitude à partir de laquelle la phtisie se faisait rare. C'est pourquoi vous avez petit à petit des séjours en montagne qui sont proposés aux phtisiques, et le début de ce qu'on appelle une prophylaxie climatique. La tuberculose étant associée à une oxygénation trop importante de l'organisme, eh bien, un séjour en altitude semble bénéfique puisque le taux d'oxygène diminue dans le sang si on va en altitude. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. Donc on a un livre, Influence de la pression de l'air sur la vie de l'homme, en 1876. Le docteur Jourdanet essaye de prouver, et il a beaucoup travaillé, qu'il existait une altitude même limite au-dessous et au-dessus de laquelle le mal sévissait ou tendait à s'éteindre. Il constate que les hauteurs n'étaient pas les mêmes d'ailleurs sous toutes les latitudes, 2000 mètres au Mexique, 800 à 1000 mètres dans les Alpes, donc après pas mal d'examens attentifs, il a beaucoup travaillé quand même, il arrive à la conclusion que la zone préservatrice apparaissait vers la moitié, je cite, vers la moitié de la distance verticale qui séparait les neiges persistantes du niveau de la mer. Donc il fallait y aller avec un altimètre. Donc c'est assez étonnant. Mais malgré l'intuition de certains, eh bien, pendant des dizaines d'années, aucune mesure rationnelle de prise en charge des malades n'a été prise. Et nous arrivons à 1865, ça y est, enfin, on est dans les belles années, on va dire, pour la tuberculose, si j'ose dire. Jean-Antoine Villemain apporte à l'Académie de médecine les résultats de ses expériences. Alors lui, il est anatomopathologiste, et voilà ce qu'il écrit. Puisque le tubercule engendre le tubercule d'un tissu à l'autre, il pourrait bien se faire qu'il produisit aussi ce tubercule d'un organisme à un organisme. Et donc, fort de cette idée, il va inoculer sous la peau de l'oreille de jeunes lapins des produits tuberculeux divers d'origine humaine, et il voit alors les animaux mourir de tuberculose généralisée. De là, il tire ses conclusions. La tuberculose est l'effet d'un agent causal spécifique, et il le dit, un virus. C'est-à-dire pour lui, ça se transmet bien sûr. Cette grande découverte de Villemain va demeurer malheureusement à peu près ignorée jusqu'à la découverte du germe de la tuberculose par Robert Koch. J'en avais parlé rapidement dans l'émission avec Pasteur de cette découverte qui est extrêmement importante puisqu'il conclut Koch son mémoire par une déclaration qui est demeurée célèbre. Désormais, nous n'avons plus affaire dans la lutte contre le terrible fléau de la tuberculose à quelque chose de vague et d'indéterminé. Nous sommes en présence d'un parasite visible et tangible. Et là, c'est un progrès absolument capital. D'une part, parce que le travail expérimental de Villemain se trouve parfaitement logique et évident. Et ensuite, parce que la recherche du bacille de Koch dans les sécrétions, et en particulier dans les crachats humains, allait devenir l'élément essentiel du diagnostic de la tuberculose. Et Koch lui-même, très rapidement, va cultiver in vitro ces bacilles tuberculeux et reproduire la maladie par inoculation chez l'animal.
et il parvient à cultiver à nouveau le bacille à partir de l'animal infecté. Alors, il est allé plus loin, Core, il prépare un filtrat stérile de culture qu'il appelle lymphe et qu'on a nommé ultérieurement Old Tuberculine, OT en général. Core pensait que ce milieu de culture concentré pourrait avoir une efficacité thérapeutique, ce qui s'est en fait avéré à l'usage totalement inexact, mais il a observé quand même que le patient tuberculeux à qui on injectait cette Old Tuberculine sous la peau développait une fièvre et des malaises qui ne se produisaient pas chez les personnes normales. En plus, en traitant par l'alcool cette vieille tuberculine, il a obtenu la précipitation d'une substance, une protéine, et il a suggéré que la réaction des patients à la tuberculine était due à cette protéine, ce qui s'est révélé exact, mais par la suite. Et tout ça a conduit à des découvertes essentielles dans deux directions. D'abord, l'usage de la vieille tuberculine a permis de créer ce qu'on appelle la QT-réaction à la tuberculine. La QT-réaction, c'est-à-dire qu'on, c'est comme, on teste, on fait un test sur la peau, effectivement, et on voit la réaction. C'est-à-dire, oui, on incise un tout petit peu, c'est ça, d'accord, très bien. Merci beaucoup. Justement, c'est aussi à ça c'est pour ça que vous êtes là, bien évidemment. Alors, se dessinait à ce moment-là une notion de pathologie générale d'un grand intérêt, la distinction qui sépare les sujets infectés des sujets malades, et ça paraissait un très grand nombre de sujets qui avaient été en contact avec le bacille de Core, mais ils n'étaient pas des tuberculeux malades. D'autre part, cette réaction dont Core apporte le premier modèle, s'agissant de tuberculine, c'était la première réaction d'hypersensibilité retardée, c'est ce qu'on vient de dire. Il ouvrait la voie à un immense chapitre, celui de l'immunologie, celui de l'hypersensibilité à médiation cellulaire. Il va falloir attendre plus d'un demi-siècle après pour démontrer que le transfert de cette hypersensibilité tuberculine nécessite l'injection de cellules lymphocytaires. On ne va pas rentrer après dans les détails médicaux, on n'est absolument pas là pour ça. Mais n'oubliez pas que conjointement, dans ces années-là, en 1840, on a Auguste Comte qui crée le mouvement positiviste. Et on ne se pose alors plus la question petit à petit du pourquoi, mais du comment, qui pour l'instant ne va rien dire pour tout le monde, mais je vous explique. Pourquoi on meurt ? Qui est une question à la fois philosophique et religieuse, pourquoi est-ce qu'on meurt, eh bien est en train de devenir comment faire pour ne pas mourir. Et on vit toujours aujourd'hui, de nos jours, sur ces affections-là. C'est le triomphe de la médecine, c'est le triomphe de la science petit à petit, de la raison sur la religion. À ce moment-là, tout devient possible, même le plus absurde, c'est vrai. On a Jules Verne qui disait « Tout ce qui est dans la limite du possible doit être et sera accompli ». À partir de là, à partir de maintenant, c'est la science qui prend le relais sur la vie de tous les jours. Et on a là la lutte contre la tuberculose qui est vraiment, on va dire, la synthèse de tout ce qui se fait à ce moment-là, à la fois sociologique, historique et philosophique. Alors l'urgence à ce moment-là, c'est d'instituer des règles de prophylaxie hospitalière, sociale et individuelle. Tout ça se fait cruellement ressentir. Ça ne va pas se faire sans peine, des problèmes psychologiques, matériels, techniques maintenant vont se poser. Et vous avez les docteurs Brouardel et Landouzy qui vont revenir du congrès de Berlin, on est en 1899, et ils ont pris conscience que la tâche allait être extrêmement difficile, parce que maintenant qu'on sait ce que c'est, il va falloir essayer de soigner, ou en tout cas, il va falloir les mettre à part. Alors oui, vous voulez intervenir d'ailleurs à partir de ces époques-là. L'Union n'est pas encore née, mais... Les premières réunions ont commencé, enfin la toute première a été organisée dès 1867, c'est ce qui est à l'origine de notre création. Et elle s'est traduite par l'organisation d'un congrès d'experts internationaux qui se sont regroupés pour échanger et confronter, leur donner leurs observations du terrain et les données qui étaient à leur disposition à l'époque. L'expérience du terrain, comme je disais. Des médecins, quand vous parlez d'experts, ce sont des médecins, bien évidemment. Absolument, nos experts sont des médecins et c'est ce qui a initié et c'est ce qui est à la base, à l'origine de notre création, parce qu'il faut collaborer, il faut travailler ensemble et partager ces observations. Exact. La mise en commun. Exact. Et c'est justement à partir de là, c'est là que c'est très important d'ailleurs, parce que là, on est encore avant la guerre de 14, mais quand on va venir à la naissance de l'Union, j'en parlerai tout à l'heure, on est entre les deux guerres, c'est-à-dire que certes, il n'y aura pas l'Allemagne tout de suite, bien sûr, on comprend pourquoi, mais pour une fois, tout le monde va se réunir pour un même but, et ça, c'est assez phénoménal, c'est assez nouveau. On va y revenir. En tout cas, merci à toutes les deux d'argumenter à chaque fois et de me permettre d'aller effectivement plus loin. Alors, on se trouve face à un problème social extrêmement complexe qui sollicite l'attention de tous et de tous les efforts, quels qu'ils soient, y compris de l'État, des sociétés de bienfaisance, des particuliers. Tout le monde, à ce moment-là, doit se mobiliser dans cette lutte. On a enfin pris conscience en France. Je disais, on est en retard d'une guerre, mais quand on s'y met vraiment, parce qu'il y a la volonté politique, on va le voir. Dans le même registre, au moment de la réunion du Bureau international pour la lutte contre la tuberculose à Paris en 1903, le docteur Brouardel va confier
au président de la République, Casimir Perier à l'époque, et voilà ce qu'il lui dit: la lutte contre la tuberculose ne reste plus confinée dans le domaine médical, mais elle entraîne dans son action la nation tout entière. Eh oui, on est en 1903, mesdames, messieurs, la nation, c'est quelque chose d'important. On a pris une rouste en 1870 contre les Allemands, la nation s'est rassemblée, la République est arrivée, maintenant, tous ensemble, on doit y aller. Tout ça a une notion extrêmement importante. Alors, on a un médecin qui, en décembre 1903, présente un rapport à la commission permanente de la tuberculose où il insiste sur l'urgence qu'il y avait à prendre des mesures contre la propagation de la tuberculose et notamment au sein même des hôpitaux. Il va s'insurger, c'est intéressant d'ailleurs parce que grâce à ça on sait ce qui s'y passait. Il va s'insurger contre le fait que les tuberculeux atteints d'une maladie contagieuse ne soient pas, ça nous paraît incroyable, ne soient pas séparés des autres malades dans les hôpitaux. Il va demander donc l'éloignement des salles communes pour ces patients et la création de services spécialisés. Il faut mentionner qu'en 1896, le problème déjà avait été soulevé par des médecins qui s'étonnaient que les tuberculeux, quelle que soit la forme de leur affection d'ailleurs, soient placés en salle commune avec tout le monde. Alors c'est vrai, ils trouvaient un asile contre le froid, contre la faim, faut imaginer ces époques-là bien sûr, mais rarement contre la guérison, et ils apportaient en plus le germe avec eux maintenant qu'on sait qu'ils l'apportent. Et c'est comme ça que l'hôpital Lariboisière a été le premier à Paris à être doté d'un petit service spécialisé comprenant 4 salles en pavillon. Ce service est ouvert en 1897. Malheureusement, l'ouverture de secteurs spécialisés ne va pas se généraliser et il faut attendre 1903 et un rapport et le fameux rapport dont je parlais tout à l'heure là, du médecin pour qu'un vote ait lieu qui interdit dans tous les hôpitaux publics des relations directes entre les tuberculeux et les non-tuberculeux, préconisant que les tuberculeux devaient être soignés dans des hôpitaux distincts, que là où l'affection, et ça c'est très important, dans des hôpitaux distincts, vous allez voir pourquoi, que là où l'affection d'un hôpital tout entier était impossible, des quartiers séparés devaient être exclusivement réservés, interdisant également les soins dans une salle commune. Donc, séparer les malades tuberculeux des autres malades, c'est une bonne chose, mais quel traitement on allait pouvoir leur offrir? Que faire lorsque les moyens, tous les autres moyens ont échoué? Que les patients étaient atteints de tuberculose, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, l'un des seuls traitements dont disposaient alors les médecins, c'est le séjour sanatorial. Les fameux sanatoriums. Mais le problème était assez compliqué pour les sanatoriums, vous allez comprendre pourquoi, parce que les patients en général étaient dans l'incapacité de payer leur séjour. Et c'est là qu'ont commencé les problèmes. La société doit donc, malgré le coût extrêmement élevé d'un sanatorium, prendre en charge la construction de ces lieux d'isolement, ainsi que les frais de séjour. Encore une fois, le docteur Bouardel, dans son plan de campagne contre la tuberculose, va rendre public en 1903 la façon de sensibiliser toutes les couches de la société, de mettre tout le monde devant ses responsabilités. Bien oui, c'est en général les autres, les méchants, c'est comme ça que ça se passe chez nous. Aider les plus démunis en participant à la construction de sanatoriums populaires n'est pas seulement, pour lui, une action charitable. L'économie de la France tout entière en dépend parce que la main-d'œuvre ouvrière est atteinte. Il présente même la régression de la tuberculose comme une récompense pour la société qui se serait alors mobilisée. De même, au retour du congrès de Berlin, les docteurs Landouzy et Brouardel ont eu la certitude que la lutte devait activement s'engager sur le principe de la cure, donc en sanatorium. Il devenait nécessaire en France de créer des sanatoriums populaires. L'État, tout le monde devait s'associer. Alors l'État, l'Académie de médecine, l'assistance publique, les initiatives généreuses, on a des corporations, les confessions religieuses, des établissements comme la SNCF, alors qui n'existait pas encore, la marine, l'armée, les caisses régionales de sécurité sociale, tous ces organismes désireux de bien faire ont créé des établissements de plus en plus beaux, de plus en plus grands, des véritables cathédrales de la religion physiologique, si vous voulez, je ne sais pas si le mot existe encore. C'est un peu, pardon pour le côté trivial, mais c'est celui qui a la plus grande, qui a la plus grosse, quoi. Je suis désolé, mais on est toujours là-dessus. C'est que, comme les châteaux forts ou les grandes tours de la Défense, c'est une façon de montrer que la région est riche, etc., etc. Or, tout ça a des conséquences extrêmement graves, à la fois dans l'immédiat, mais également à plus long terme. Dans l'immédiat, la vie sanatoriale a placé les malades en ségrégation par rapport au reste de la population normale, et même aux malades de pathologie, on va dire, tout à fait normale. Cette ségrégation va rendre très douloureuse, parfois même difficile, voire impossible, leur réinsertion dans le monde normal, parce qu'une cure, c'est pas 3 semaines, comme on a aujourd'hui les grandes cures, c'est 1 an, c'est 2 ans, et quand ils reviennent, le monde a complètement changé, c'est vrai.
La création des sanatoria a placé l'ensemble de la physiologie en ségrégation aussi par rapport au reste de la médecine, parce que ces médecins qui se sont spécialisés là-dessus, une fois que les phtisiques pouvaient être atteints, parce que c'est bien l'un des risques de la tuberculose, on ne meurt pas forcément de la tuberculose, mais de ce qu'il y a autour, ils étaient certes spécialisés en tuberculose, mais pas dans ce qu'il y avait autour. Or, ils continuaient d'avoir des décès, et cet isolement est très grave. Et enfin, comme dans tous les domaines, c'est difficile de prévoir l'avenir, évidemment. Et en immobilisant dans les villages sanatoriaux des capitaux immobiliers considérables, extrêmement importants, en y plaçant un nombre extrêmement important aussi de médecins, d'employés de toutes sortes, eh bien, les responsables de la santé publique de la France de l'après-guerre, alors là, on parle des années 39-44 et des années 50 surtout, eh bien, on a placé toutes ces régions devant des problèmes de reconversion sanatoriale impossibles. Qu'est-ce qu'on va faire de ces établissements qui pourrissent aujourd'hui dans divers endroits quand on visite la France, on peut voir encore des endroits comme ça totalement désertés, c'est épouvantable, des choses immenses, enfin des bâtiments absolument immenses. Alors comment ça s'est passé? L'idée d'associer, c'est quoi le sanatorium, comment ça se passait? L'idée d'associer un repos général, tout ça c'est très ancien, c'est pas nouveau, ils n'inventent pas ça comme ça. En France, il a fallu donc attendre le 7 septembre 1919 pour qu'une loi sur les sanatoriums populaires soit donc votée. Elle a été appelée la loi Honorat. Alors André Honorat, c'est un personnage très important, notamment pour l'Union, on en parlera tout à l'heure. C'est un excellent ministre de la Troisième République, l'un des... Enfin, c'est pas l'inventeur, parce que c'est Benjamin Franklin, mais il a mis en œuvre l'heure d'été et l'heure d'hiver. Il est l'auteur, en 1914, d'une loi qui interdisait d'ailleurs à un soldat de rentrer chez lui sans avoir été traité contre la tuberculose. Donc c'est un très grand personnage, et c'est l'un des pères fondateurs de votre Union, bien sûr, André Honorat, qui est quelqu'un de très important. Donc cette loi Honorat définissait en 9 articles ce qu'étaient les sanatoriums publics. Je cite: des établissements spécialement destinés au traitement de la tuberculose et dont la gestion était assurée par l'État, les départements, les communes ou les établissements publics. Elle instaurait également un système original de prise en charge des malades. L'État, les départements et les communes participaient aux dépenses engendrées par l'hospitalisation des malades, bénéficiant de la loi du 15 juillet 1893, dans la limite du prix de la journée à l'hôpital de rattachement. L'État prenait à sa charge la dépense supplémentaire pour, je cite, les malades affiliés depuis 3 ans au moins à une société de secours mutuel assurant ses adhérents contre les maladies de longue durée. Les malades dépendant d'associations de bienfaisance ou de groupements corporatifs qui auraient assuré la création d'un sanatorium public. Les malades ne bénéficiant pas de la loi du 15 juillet 1893 dont l'admission avait été demandée par un dispensaire d'hygiène sociale. En France, le premier dispensaire a été en réalité créé en 1901 par Calmette. Un certain Calmette, à Lille. Il a été nommé Préventiorum Émile Roux, installé à proximité de l'Institut Pasteur lillois. On va reparler dans un instant d'Albert Calmette, bien sûr. Par la suite, plusieurs filiales ont rapidement vu le jour, notamment dans le Nord, un département très touché, une région très touchée par la tuberculose. Je ne rentre pas dans les détails du pourquoi, du comment. Ça pourra faire l'objet d'autres émissions. Alors, notre Albert Calmette, c'est un personnage important que vous connaissez, mesdames, forcément. Absolument. Membre de l'Union. Allez, on parle maintenant effectivement de Calmette et Guérin, et on va parler donc du fameux BCG que je pense le monde entier connaît, puisque je crois que jusqu'à peu, il y avait l'obligation de se faire vacciner contre... En France, jusqu'en 2017, effectivement. C'est ça, oui. Alors, c'est à son retour d'Indochine, en fait, en 1895, à Lille, qu'Albert Calmette a commencé, lui, ses travaux sur le vaccin antituberculeux. Camille Guérin, qui est lui vétérinaire, va le rejoindre peu de temps après, 2 ans plus tard. Les 2 chercheurs sont parvenus en fait à modifier. Alors rapidement, Calmette est un pasteurien. Il travaille à l'Institut Pasteur, donc je reviens là encore sur l'émission Pasteur, mais très rapidement, l'Institut Pasteur a réussi à donner de très grands chercheurs, et donc Calmette est l'un de ceux-là. Donc les 2 sont parvenus à modifier la souche initiale qui va devenir inoffensive pour les animaux. En 1909, Calmette dépose sur le bureau de l'Académie des sciences une note décrivant le bacille tuberculeux bilier. Behring et Koch avaient eux aussi tenté la mise au point, sachez-le, d'un beau vaccin. Alors c'est quoi BCG ? C'est le bacille de Calmette et Guérin, tout simplement.
Alors, comment ça s'est passé? C'est qu'après 230 passages en fait effectués entre 1908 et 1921, qu'est-ce que c'est que des passages? C'est tout simplement des essais, des essais dans des tubes à essai. Donc 230 passages effectués entre 1908 et 1921. Calmette et Guérin ont établi que la souche vaccinale était fixée et avait perdu définitivement de sa pathogénicité. 30 jours après l'inoculation, elle immunisait contre une infection expérimentale vis-à-vis des bacilles humains ou bovins dans des modèles animaux. En 1928, une commission de cliniciens invitée à Paris par la Société des Nations concluait que le vaccin pouvait engendrer un certain degré d'immunité. Organisé 20 ans plus tard à l'Institut Pasteur de Paris, le premier congrès international du BCG admettrait que le vaccin occasionne une immunité relative. Il faut quand même, alors donc le BCG est né, je ne reviens pas parce que ça aussi ça peut être une émission entière sur l'histoire du BCG et il faut quand même qu'on arrive à l'histoire de l'Union parce que c'est là que ça va devenir extrêmement intéressant. Il faut quand même pas oublier qu'un drame est venu quand même atténuer le succès et à renforcer les sceptiques parce que très vite il y a eu des sceptiques, j'en ai parlé déjà à l'époque de Pasteur, on n'est pas si loin, Pasteur est mort depuis peu évidemment, Corr est mort depuis peu, Corr meurt en 1910 je crois dans mes souvenirs, donc là on est vraiment dans ces années-là. Donc beaucoup encore de gens qui sont méfiants vis-à-vis de ce vaccin. Et en 1930, à Lübeck, le nord de l'Allemagne, vous avez une campagne de vaccination qui a été lancée sur des nouveau-nés. Le BCG était fourni par l'Institut Pasteur, mais il était préparé à ce moment-là dans le laboratoire de Lübeck. Et quelques semaines après la vaccination, vous avez pas mal de nourrissons qui ont développé la tuberculose et 73 enfants sur les 250 vaccinés en sont morts. Donc évidemment, il a fallu une enquête, ça a été épouvantable, une campagne de communication médiatique, on dirait aujourd'hui, terrible contre le BCG, bien sûr, et il a fallu plus de 2 ans même pour que la vérité soit établie et le BCG totalement innocenté. Ce qui s'est passé, c'est que les chercheurs ont fait une erreur et en fait au lieu d'inoculer le BCG totalement, ils ont inoculé tout simplement les bacilles tuberculeux virulents et vivants. Donc en fait évidemment ils ne pouvaient pas faire autre chose qu'en mourir. Donc à partir de là, le BCG a connu une extrêmement large utilisation puisque dans le monde entier, ces 2 personnages sont devenus parmi les bienfaiteurs de l'humanité, tout simplement. Or, entre-temps, en 1920, le 17 octobre exactement, naissait une première à l'initiative des médecins français, dont Calmette, on vient d'en parler, d'Honorat, on en a parlé, pour la partie politique, était lancée à Genève, l'Union internationale contre la tuberculose, la fameuse UICT. Nous y venons dans un instant avec nos invités. Enfin. Est-il malheur plus déprimant qu'une maman à qui l'atroce maladie brutalement a pris le meilleur de sa vie, croyez-moi. Vous tous donnez quelques centimes au timbre antituberculeux. Donnez, montrez-vous généreux, c'est si doux de faire un heureux d'une victime. Oui, pour guérir ces malheureux, souscrivez à l'œuvre admirable du timbre antituberculeux créé par des cœurs charitables. Sauvez ainsi de chers poupons, car le produit de ces vignettes permettra l'application du vaccin du docteur Calmette. Voici le timbre de Noël, au noble appel de tous ceux qui... Allez, retour en studio. Rebonjour mesdames. Bonjour. Bonjour Richard. Alors, l'Union, qu'est-ce que c'est l'Union ? L'Union, c'est une organisation scientifique dont le focus est effectivement la tuberculose, mais également les maladies respiratoires. Notre objectif, c'est la mise en commun des compétences, le renforcement des capacités à travers nos 3 piliers, la formation, la recherche opérationnelle et l'assistance technique. Alors, on travaille autour de 3 grandes thématiques qu'on a résumées sur No Share Act, qui en français donne savoir, partager, agir. Ah, ça donne envie. Alors ça, c'est l'Union aujourd'hui. Mais à la base, on va dire, en 1920,
il y a pile 100 ans, donc un siècle, et encore une fois, bon anniversaire. Merci. L'Union, c'est quoi? C'est le précurseur de l'OMS, on peut dire ça? C'est-à-dire que pour la première fois au monde, vraiment, tous les grands chercheurs de tous les grands pays, encore une fois, sauf l'Allemagne, et on a compris pourquoi tout à l'heure, puisque c'est l'entre-deux-guerres, vont se réunir pour lutter contre une maladie. Absolument. Alors, c'est pas une pandémie, je pense pas que le mot existait, je suis pas sûr que le mot existait d'ailleurs à l'époque. C'était une épidémie. C'était une épidémie. Terriblement mortelle, déjà. Donc, effectivement, 1920 vient un peu après la Première Guerre mondiale, où là, on avait vu une résurgence, une recrudescence de la tuberculose et beaucoup de morts. La tuberculose aime beaucoup la malnutrition et la pauvreté. C'est ça, oui. Donc, Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi? Parce que ça atteint les poumons, c'est-à-dire que c'est une affection qui, quand c'est sale, c'est quand le système immunitaire est affaibli, c'est une maladie opportune. Donc, vous pouvez être porteur si vous êtes en bonne santé, si vous vivez dans de bonnes conditions et avez une alimentation équilibrée. Vous pouvez être tout à fait porteur de la tuberculose sans la développer. Donc, la tuberculose peut être là et latente, en fait. D'accord. Il est là le risque. En revanche, si vos conditions de vie se dégradent ou si vous n'avez pas une alimentation correcte, elle peut se réveiller et là, vous devenez... vous allez développer la tuberculose et vous devenez hautement contagieux. Et du coup, on risque de mourir de tout ce qui est autour. C'est-à-dire que la moindre grippe qui passe, ça s'attaque à l'immunitaire, en fait. Ça s'installe et ça vous attaque les poumons. Et c'est assez... Pour traiter la tuberculose, c'est vraiment un traitement terriblement long jusqu'à aujourd'hui. Ah, encore aujourd'hui, c'est pas juste un vaccin. Ah oui, c'est ça qu'il faut dire, parce que c'est vrai que j'ai parlé du vaccin dans les émissions de Pasteur aussi. Il y a deux types de vaccins. Il y a le vaccin préventif, donc c'est le BCG. Absolument. Le BCG est un vaccin préventif, mais il y a le vaccin qui soigne. C'était la rage, donc le vaccin contre la rage de Pasteur. Ça, c'est un autre vaccin. Il n'y a pas de vaccin contre la tuberculose pour se soigner directement. C'est des médicaments. Tout à fait. Donc, nous n'avons pas de vaccin à ce jour c'est d'ailleurs l'une de nos missions et nous plaidons fortement pour renforcer la recherche et essayer d'identifier de nouvelles formes de traitement pour lutter contre la tuberculose. Il faut savoir qu'une tuberculose standard se soigne relativement bien aujourd'hui, mais c'est quand même 6 mois de traitement. C'est 6 mois de traitement et c'est des traitements qui ne sont pas récents, qui sont anciens. Il n'y a rien de nouveau en fait depuis une quarantaine ou une cinquantaine d'années. Ce sont des traitements qui sont très lourds avec de nombreux effets secondaires. Donc, nous plaidons effectivement pour que les laboratoires puissent investir dans la recherche et développer de nouvelles formes de traitement qui soient moins toxiques, plus facilement tolérées par les patients et qui puissent raccourcir effectivement la durée du traitement. Parce que 6 mois, c'est très long et il y a de très fortes chances pour que les patients puissent potentiellement ne pas aller jusqu'au bout de leur traitement. Et là, ça peut engendrer d'autres problématiques comme le développement de formes de tuberculose beaucoup plus dangereuses, comme la multirésistante, par exemple. La fameuse MDR, qui ne veut pas dire mort de rire. Oui, malheureusement. J'ai pu voir sur Internet, non. Effectivement. Revenons encore un petit peu à l'histoire, quand même. Donc, la naissance de l'Union, pourquoi cette envie des médecins de travailler tous ensemble? C'est encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est le terrain qui doit parler, c'est l'expérience des uns et des autres qui doit être mise en commun. C'est toujours le cas jusqu'à aujourd'hui. Donc effectivement, en 1920, il y a eu cette première conférence qui a été organisée à la Sorbonne, qui est un petit peu notre... et c'était la mise en commun des savoirs, la transmission du savoir également et le partage des expériences du terrain. Donc, et c'est toujours ce qui nous anime. Et nous sommes une organisation scientifique, comme Nathalie l'a dit, une organisation de membres. Et nous continuons à organiser une fois par an une conférence mondiale qui offre une plateforme absolument fantastique à tous ceux qui travaillent sur le terrain ou dans des laboratoires, de manière à ce qu'ils puissent échanger et faire avancer les choses dans la lutte contre la tuberculose. Alors je disais un peu rapidement, c'est l'ancêtre de l'OMS, c'est-à-dire que on peut avancer l'idée de dire que grâce à l'Union, née en 1920, l'OMS derrière, en 1947, je crois, est née. Peut-être, pourquoi pas, parce que c'était la première fois effectivement que des gouvernements, donc les experts, mais également les gouvernements. Donc dès 1920, nous avons eu effectivement pendant cette conférence, cette toute première conférence internationale, 31 représentants de 31 pays qui sont venus et qui ont exprimé leur volonté de contribuer à la lutte contre la tuberculose. Et ça passait par des financements, mais aussi par la mise en place de politiques qui soient efficaces. Donc là, c'est les gens qui travaillent sur le terrain, les scientifiques, les chercheurs et les décideurs. Et la volonté politique. C'est vrai qu'en France, on va dire en Occident, enfin en Europe, tant qu'il n'y a pas la volonté politique, les choses ont du mal à avancer. Mais c'est valable partout dans le monde. C'est absolument indispensable. Et d'ailleurs, c'est vraiment la première chose
pour lutter contre toute maladie. Oui, effectivement. Et j'ai cru lire également que l'OMS, encore aujourd'hui, utilise certains protocoles de l'Union. Absolument, tout à fait. C'est-à-dire, déjà, c'est quoi un protocole pour Madame Michu, dont je fais partie? En fait, donc juste pour revenir un petit peu en arrière, donc effectivement, l'Union a développé donc ce qu'on appelle la stratégie DOTS. C'est ce qui nous a permis d'endiguer la tuberculose dans certains pays et en tout cas de limiter son impact. Cette stratégie DOTS se traduit par un traitement directement observé. C'est basé sur 5 préceptes très importants. Donc la volonté effectivement du gouvernement s'engager donc à mettre en place tout ce qu'il faut pour de la prévention, parce que c'est le premier élément, autant faire en sorte que les patients ne tombent pas malades. Donc la prévention, ensuite s'assurer que tout le monde puisse avoir accès à un diagnostic. Il faut pouvoir les diagnostiquer suffisamment tôt pour que ce soit efficace, surtout dans le cas de la tuberculose. Qu'on puisse mettre en place un schéma thérapeutique standardisé. Et là, effectivement, ce sont les travaux de recherche de l'Union, donc tous nos pairs qui ont travaillé activement pour mettre en place effectivement des protocoles qui puissent être suffisamment robustes, qui ont été testés et qui donnent d'excellents résultats. Ensuite, il faut également s'assurer que l'approvisionnement en médicaments est assuré, parce qu'il n'y a rien de pire qu'une pénurie. C'est toute la chaîne, en fait. Absolument, c'est la chaîne. Et enfin, c'est vraiment le monitoring, le suivi. Donc, dès la détection d'un cas, commencer à l'enregistrer, dans un registre, et le suivre et s'assurer que la prise de médicaments se fait régulièrement et évaluer l'état de santé du patient et l'accompagner jusqu'au bout, de manière à ce qu'on puisse intervenir si jamais il y a un écart ou s'il se passe quelque chose, pour tester l'efficacité et l'efficience. Et c'est cette stratégie-là qui nous a permis effectivement de contrer la tuberculose, dans la mesure du possible, malheureusement. On y reviendra certainement tout à l'heure, mais ça n'est pas toujours possible. Oui, on va y revenir, effectivement. Vous êtes des dieux de la supply chain, en fait. Vous devez maîtriser absolument. Tout à fait, c'est la seule façon. Effectivement. Pourquoi, je parlais tout à l'heure des pays développés, dits développés et des pays en voie de développement, où on va dire que l'Occident s'est peu à peu débarrassé de la tuberculose. C'est pour ça que j'ai intitulé cette émission « Nous avions vaincu la tuberculose ». Or, elle revient. Pourquoi ça ? Pourquoi elle revient ? Comment c'est possible de se dire on avait gagné, mais on n'a pas gagné, finalement ? On avait presque gagné, en fait, mais jusqu'à ce que le sida arrive. C'est le sida, c'est le VIH qui... Oui, la tuberculose est la principale cause de mortalité chez les personnes séropositives. D'accord. Donc c'est comme ça qu'on a vu revenir la tuberculose dans les pays dits riches. Oui, parce que là aussi, système immunitaire affaibli, la tuberculose, effectivement, emmène. Donc, c'est ce qui est venu bouleverser absolument tout, parce que entre cette stratégie DOTS là qui a été adoptée par l'OMS dès 1980, fin des années 70, nous a vraiment permis de contrer, mais personne ne s'attendait à voir arriver effectivement voir arriver le sida, et évidemment. Ça c'est venu bouleverser absolument tout. D'accord. Donc, et aujourd'hui aussi, recrudescence de tuberculose pour les personnes qui vont être consommateurs de tabac, parce qu'ils amenuisent leur système immunitaire, les personnes qui sont atteintes de diabète, de maladies cardiovasculaires, et toutes ces personnes-là sont des superbes proies autour de personnes qui vont être porteurs du bacille et qui vont pouvoir être en état d'être transmis et d'être malades. Qu'est-ce que c'est que cette fameuse tuberculose MDR, justement ? On a touché un mot tout à l'heure, mais c'est quoi cette multirésistante ? C'est la tuberculose multirésistante qui se développe quand on ne poursuit pas son traitement jusqu'au bout. C'est ce que je disais, le danger avec la tuberculose, c'est que nous avons un traitement efficace qui fonctionne, même s'il est très lourd et pas agréable à prendre, mais c'est un traitement qui fonctionne. Si on l'interrompt, on développe de la résistance. Donc la tuberculose multirésistante, en fait, se traduit par une résistance à l'isoniazide et rifampicine. Ça, c'est des médicaments. Tout à fait, ce sont les médicaments. Et la problématique avec la tuberculose multirésistante, c'est qu'on passe de 6 mois de traitement à 18, voire 24. Ah, d'accord. Donc, c'est beaucoup plus lourd à traiter, plus mortel, bien évidemment. Et malheureusement, le coût du traitement est 100 fois plus cher. Donc, c'est juste
dramatique. Juste pour donner quelques chiffres, pour voir les choses un petit peu en perspective. Donc, sur les 10 millions de cas chaque année, de 10 millions de personnes qui développent la tuberculose dans le monde, absolument. De cas, encore une fois, on différencie les cas et les morts. Oui, absolument, c'est les cas. 1,5 million de morts, mais comme vous l'aviez précisé au début, mais c'est 10 millions de nouveaux cas chaque année. Vous avez près d'un demi-million qui développent la tuberculose multirésistante. Et ce qui est dramatique, c'est sûr que sur ce demi-million, vous avez 60% de ces personnes qui n'ont pas accès au traitement. Donc, soit parce qu'on dans les pays dits en voie de développement, donc, oui, j'imagine. De toute façon, oui. Vous risquez beaucoup plus de rencontrer ce type de cas dans les pays à faible et moyen revenu que dans les pays riches. Je veux dire, si vous tombez malade en France, je ne le souhaite à personne, mais ce qui est certain, c'est que voilà, vous serez diagnostiqué assez rapidement et dès que vous serez diagnostiqué, vous serez merveilleusement bien pris en charge. C'est la raison pour laquelle la tuberculose l'effraie un petit peu moins en France aujourd'hui, mais ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde, malheureusement. Avant de préparer cette émission, je me disais, que je regardais effectivement un peu tout ça, et je me disais, oui, dans les pays en voie de développement, très bien, nous on a que 300 morts par an, voilà, est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler? Or, oui, on a besoin d'en parler parce que avec les mouvements de population qu'on connaît aujourd'hui, et sans connotation de quoi que ce soit, c'est vrai qu'ils sont aux portes de Paris, physiquement, je veux dire, puisque c'est là qu'on les installe, c'est-à-dire que comme elle se transmet de façon extrêmement virulente malgré tout. Tout à fait, mais rappelons que la tuberculose se transmet exactement de la même façon que la Covid. Enfin, c'est malheureusement une comparaison qu'on est amené à faire parfois. Mais les gestes barrières qui protègent contre la Covid protègent également contre la tuberculose. Ça se transmet par inhalation. Et ça se transmet très, très, très facilement. Donc, vous avez raison, la tuberculose est là. Mais n'oubliez pas, vous êtes peut-être porteur de la tuberculose. Sauf que comme vous êtes en pleine santé, vous ne l'avez pas développée. Elle ne se manifeste pas. Voilà. Vous n'en savez rien, c'est sûr, de santé. Si a priori je suis pas... je vous le souhaite. Voilà, on va croiser les doigts, effectivement. Il y a eu une expérience, effectivement, en 1948, je crois, où ils avaient placé, des médecins avaient placé des malades de tuberculose dans une salle d'hôpital, et dans une salle à côté, en laissant la ventilation, ils avaient mis des vaches. Pour voir. Et effectivement, quelques heures après seulement, les vaches ont été infectées par la contaminées. Donc, c'est comme ça qu'on a su vraiment que ça passait par l'air. Et aujourd'hui, nous avons au sein de l'Union, donc une de nos activités, une des choses sur lesquelles nous concentrons aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la zoonotic TB, donc la tuberculose chez les animaux. On va le reprendre, la quoi ? Zoonotic TB. Ah oui, les animaux. Chez les animaux, voilà. Pour voir effectivement quels sont les risques. Est-ce qu'il y a un risque de transmission? Est-ce qu'on peut manger la viande d'un animal qui a été infecté ou pas? Enfin, on a vu ça il y a peut-être 2 ans, je crois, en France. On a eu ce cas-là. Donc, c'est absolument intéressant de voir quel est l'impact et quel va être l'impact sur l'éleveur aussi, parce que s'il faut qu'il abatte tout son bétail, et alors la réponse, c'est toujours en cours. Ce sont des recherches qui sont en cours. Donc c'est très long alors en fait. Ça aussi, c'est une question qu'on peut poser. Oui, parce qu'il faut s'investir. Il faut investir du temps, des chercheurs, des statistiques. Et effectivement, c'est un projet qui a été lancé il y a peut-être 3-4 ans, je crois, pour faire une étude un peu plus approfondie sur cette question. En 100 ans, j'imagine, vous avez eu énormément de travail. On vous entend pas. On n'a jamais, très peu de gens vous connaissent. Comment ça se fait? Et en plus, vous parlez anglais. C'est-à-dire que quand on va sur votre site, tout est en anglais. C'est-à-dire que ça part de France, c'est né en France, mais ça s'appelle The Union. On l'a raccourci parce que c'est vrai que UICTMR n'est pas forcément aussi facile à prononcer. Je pense que ce qui s'est passé, très présente en France jusqu'à, on va dire, il y a une vingtaine d'années, où il y a eu un changement un petit peu des modes de financement, où on a eu beaucoup plus accès à des financements anglo-saxons, notamment l'aide internationale américaine et d'autres projets de lutte contre le tabac qui sont financés par Bloomberg Philanthropies. Donc c'est vrai que cette internationalisation on s'est tourné un petit peu plus sur l'assistance technique et le travail qu'on peut apporter sur le terrain. Et forcément, en fonction des fonds publics ou privés ou de philanthropie qu'on a pu recevoir, c'est vrai qu'on s'est un petit peu plus anglo-saxonisé. Et ce qui explique, mais aujourd'hui, on a plus de 44 nationalités qui travaillent au sein de l'Union à travers le monde. Ça veut dire que vous avez des bureaux partout ?
Pas forcément des bureaux partout, mais on a des actions à peu près partout avec 5 gros bureaux qui se relayent pour permettre justement l'action et coordonner dans les programmes, régions. hein. Voilà. Tout à fait. En fait, Donc, nous sommes présents tous les sur grands les... continents, en fait. Enfin, tous Voilà, les absolument. continents. Nous sommes présents sur les différents continents. Et puis, voilà, ces bureaux nous permettent effectivement d'organiser, enfin, de superviser, pardonnez-moi, les projets dans les différents pays. Mais il ne faut pas oublier aussi que l'anglais, enfin, c'est l'avantage de cette langue. C'est la langue d'échange numéro 1. Oui. Et c'est aussi la langue dans laquelle on rédige des articles scientifiques, hein, parce que n'oublions pas, l'Union est une organisation scientifique. Nous encourageons nos membres ainsi que nos experts à diffuser et à partager leur savoir et à publier. Nous avons 2 journaux scientifiques, PHA et IGTLD, qui bien sûr sont en anglais. Donc voilà, effectivement, l'anglais est très présent parce que nous agissons dans le monde entier, mais aussi parce qu'il faut documenter tout ce que nous faisons et ça se fait en priorité en anglais. Cela dit, nous traduisons tous nos articles clés en français, je le précise, et en espagnol. Dès le départ, d'ailleurs, c'est vrai, tout est à la fois en français et en anglais. En anglais, dès tout le à fait. départ. Si on regarde ne serait-ce que derrière vous les vieux bulletins, exact, parce qu'on a quand même toute la mémoire de tout ce qui a pu être fait ou tout ce qui a été fait en matière de lutte au sein des pays. Est ici dans nos locaux et tout va être écrit à la fois français et anglais. Absolument. Dès le départ. Alors là, j'ai mis une chanson là tout à l'heure, juste avant notre intervention à tous les trois, qui date des années 20, de la fin des années 20. C'est tout ce qui a été fait pour justement lancer le BCG, lutter contre la tuberculose. C'était les fameux timbres de la Poste. Absolument, ils sont à nous. Effectivement, donc vous êtes partie prenante là-dedans. Calmette, c'est un nom qui est important, bien sûr, pour le BCG, mais aussi pour tout ce qui est médiatique, parce qu'il ne faut pas oublier non plus Calmette, le directeur du Figaro, le Figaro qui a été en première ligne pour lutter contre la tuberculose et pour vendre ces fameux timbres. Et Calmette a été assassiné, c'est le frère du médecin qui a été assassiné par Madame Caillot. Juste avant la Première Guerre mondiale. Donc voilà, c'est des noms, tout ça. C'est pour ça que je voulais faire cette émission, parce que la tuberculose et tout ce qui tourne autour, c'est l'histoire, c'est la grande histoire. C'est la petite histoire qui fait la grande, et c'est la grande histoire aussi. Ça fait partie de notre histoire. C'est notre histoire et ça continue. Alors, et demain ? Parce que voilà, 100 ans c'est bien, mais j'imagine que vous n'avez pas décidé qu'après 100 ans ça s'arrête. Ça continue, j'imagine. Alors notre plus grand espoir, c'est que d'ici 2030, effectivement, nous arrivions enfin, nous comme toutes les agences internationales dans l'OMS, que nous réussissions enfin à mettre un terme à la tuberculose. Hein. Donc l'objectif est 2030. C'est possible. Est-ce que c'est possible ? Alors oui, c'est possible. Humainement possible, oui. Il y a toute la volonté. Alors, c'est ça qui est absolument Mais exceptionnel. Il n'y a pas l'argent. Voilà, la bonne volonté y est. Donc, il faut savoir que tous nos experts qui travaillent sur le terrain donnent tout leur temps, sont absolument passionnés par ce qu'ils font. Ce sont des gens exceptionnels, mais ça ne suffit pas. Il faut également des ressources. Il faut également y investir dans la recherche une fois de plus, parce qu'il faut des traitements complémentaires, des traitements d'un niveau supérieur. En 2018, donc, la réunion qui a été organisée par les Nations Unies, qui était une réunion absolument exceptionnelle, parce que c'est la première fois qu'en mettant en lumière la tuberculose, nous sommes allés d'ailleurs plaider là-bas, donc la cause de la tuberculose. Nous avons demandé à tous les plus puissants de ce monde de contribuer. Ils se sont engagés à verser près de 13 milliards et demi, je crois, de dollars pour aider à la lutte contre la tuberculose. Aujourd'hui, nous n'avons même pas récolté la moitié. Ah d'accord. Donc on est très en dessous et il nous faut des moyens financiers, il faut des ressources, il faut investir dans les techniques, il faut investir dans les laboratoires de diagnostic, etc. On a bien vu l'impact de la Covid, donc aujourd'hui les chiffres des 6 premiers mois en 2020, on a diagnostiqué beaucoup moins de patients que ce qui existe, on le sait, et donc ça signifie ça ne signifie pas que les gens n'ont pas fait leur travail, mais c'est juste qu'ils n'ont pas pu le faire. Ça veut dire que, pardon je vous coupe, mais ça veut dire que à cause de la crise sanitaire que nous vivons actuellement, c'est venu perturber le bon fonctionnement, le diagnostic. Les personnes n'ont pas été dépistées. Exactement. Donc, l'impact risque d'être terriblement lourd. Donc, l'OMS vient de tirer la sonnette d'alarme en disant attention, il y a peut-être plus de 400 000 cas qu'on ne va pas pouvoir identifier. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui ne seront pas traités. Ce sont des gens qui, potentiellement, pourront contaminer leurs proches ou leur communauté. Qu'on n'a pas pu identifier à cause de la Covid. Donc, en plus d'un impact économique assez important, la Covid va avoir un impact absolument terrible sur le plan sanitaire. Hein, parce que certains pays ont dû, à cause de la Covid, effectivement, tout de suite réorienter leurs ressources financières, humaines, techniques pour combattre la Covid. Et du coup, la tuberculose a été mise un petit peu de côté. Sans parler du fait que les transports ont été arrêtés. Donc, pérennité, vous vous souvenez, je vous disais, c'est très important que l'approvisionnement en médicaments ne soit jamais arrêté. Or, il y a des régions dans ce monde qui n'ont
Ils se sont Même pas retrouvés sans accès. traitement. Bien sûr, oui, bien sûr. Et donc, les gens Donc, n'ont pas les eu accès à frontières ont leur été médicament. fermées et terminées. Voilà. Mais pour en revenir à la question que vous posiez, Richard, tout à l'heure, vis-à-vis de qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour pouvoir arriver à cet objectif affiché de l'éradication de la tuberculose d'ici 2030, il va falloir changer et bouger le débat. Jusqu'à présent, les financements ont été essentiellement des financements de traitement. Sur Il y a- l'après. Sur on est dedans, Ouais. comment est-ce qu'on le gère? Mais la question qui n'a jamais été traitée, sur laquelle il va falloir sérieusement se pencher, et c'est d'ailleurs la thématique de notre conférence qui a commencé le 20 octobre, c'est de travailler sur la prévention. La prévention, elle est nécessaire, comme dans toute épidémie ou toute pandémie. Il y a tout un travail de traitement, ça c'est une partie, mais il y a aussi le traitement en amont, qui est la prévention. Et cette prévention, si on ne change pas le débat et si on ne trouve pas de nouveaux outils pour préparer la prévention, et notamment vis-à-vis des enfants, il sera beaucoup plus difficile d'éradiquer parce qu'il y a tout un travail. Les enfants, s'ils sont atteints de la tuberculose, c'est qu'à un moment donné, dans leur environnement, il y a quelqu'un qui l'a contracté et donc forcément qui l'a transmis. Donc c'est vrai qu'il y a tout ce travail qui est essentiel à faire et c'est à partir de ce moment-là qu'on arrivera vraiment à éradiquer. Prévention, traitement. Dans le traitement, dans la partie traitement, effectivement, trouver des nouveaux traitements, des nouveaux protocoles. Il y a un certain nombre de recherches qui ont été faites et Nawel nous en parlera sur la réduction du protocole notamment en tuberculose multirésistante, mais on reste quand même sur des traitements qui sont très lourds, avec d'énormes effets secondaires, qui sont tout à fait déplorables, dont la surdité, dont... Ah oui, c'est... Voilà, handicap. Oui, c'est... Ouais, Après, permanent. ça crée le problème du handicap sur des personnes qui sont souvent, au départ, le pilier de la famille en termes économiques. Donc, au-delà de ça, la tuberculose aussi, c'est l'impact au niveau familial. Donc, il y a l'impact alimentaire dont on a parlé tout à l'heure, mais il y a aussi l'impact économique que ça va pouvoir avoir sur toute une famille. C'est toute la société. Le coût social est Ouais, c'est énorme ça. de la tuberculose. Donc ça n'a pas changé depuis la fin du 19e siècle. Du tout, vous voyez. C'est Donc en terrible. France, on a déployé des sanatoriums. C'était peut-être pas la meilleure réponse à ce moment-là, mais en tous les cas, on a essayé, On on a a fait essayé, quelque ouais, chose bien parce sûr. qu'il fallait faire quelque chose. Sans quoi, comment voulez-vous faire ? Ça touche en priorité effectivement des populations plutôt jeunes et piliers de famille. Donc Mais moi, je me souviens, il y a quelques années, j'ai visité la République démocratique du Congo dans un centre justement de multirésistance. Et on a toujours des personnes qu'on a donc isolées avec le système d'aération qui, à mon avis, est le côté moderne des anciens sanatoriums. Mais il y a un certain nombre de choses. On a besoin que l'air se renouvelle. Et il y a aussi tout un protocole nutritif pour apporter énormément il faut une richesse de protéines pour aider justement à mieux supporter le traitement, etc., etc. Et on est sur des personnes qui sont... le centre que j'avais visité, c'était des jeunes de 18 à 25 ans, donc population très jeune et qui étaient à force de en l'âge, longue, A priori, longue en bonne maladie. santé, oui, qui devrait être a priori en bonne santé, effectivement. Tout à fait. Oui, c'est très gai, en fait. Je suis content d'avoir fait cette émission. Je suis vraiment ravi. Mais ceci dit, il faut le savoir parce que c'est pareil. Alors, c'est à la fois rien à voir, mais ça a à voir aussi. Il y a une dizaine d'années, en prenant le métro, etc., j'ai attrapé la gale. C'est des maladies qui reviennent. Qui reviennent. Tout à fait. Alors là, je dis pas, quand on m'a annoncé ça, j'ai cru que j'allais mourir. Parce que pour moi, c'est médiéval, ce truc. Mais Tout à fait. la pharmacienne m'avait dit, mais il y en a de plus en plus. Et ça tout ne à se fait. sait pas. Or, si on ne le sait pas, et c'est pour ça que je voulais faire cette émission, si on ne le sait pas, on peut pas agir. Mais alors, Et on oublie. et on oublie. Et pourquoi est-ce qu'on a arrêté le vaccin alors, obligatoire du BCG ? Sans entrer dans un débat, parce que certainement pas. c'est pas ici, mais est-ce que ça servirait à quelque chose de remettre le vaccin ? Alors, il semblerait Obligatoire. que le vaccin, il faut savoir que le vaccin du BCG est un des vaccins les plus utilisés. Oui, Donc, encore une fois, il est préventif. mais il est préventif. Effectivement, il permet surtout aux enfants, aux jeunes enfants, de ne pas contracter la forme la plus virulente de la tuberculose. Donc, il protège effectivement les plus jeunes. Et puis, je crois un adulte sur deux.
Donc, il n'est pas si parfait, mais c'est vrai D'accord. qu'il peut ne pas être recommandé dans les pays où le taux de prévalence est inférieur à 1, comme c'est le cas en France. Donc, Qu'est-ce c'est que tout à vous fait appelez la légitime. prévalence, même si maintenant on est tous au courant de ces Oui, mots, on a tous appris. mais C'est voilà, le risque de transmission. D'accord. Voilà, le risque de transmission est inférieur à 1. Donc, effectivement, si vous attrapez la transmission, la probabilité pour que vous puissiez le transmettre à une autre personne en France, je parle donc voilà, je Reste prends ça limité. comme exemple, reste relativement limité. Voilà. Mais ce n'est pas complètement vrai. Enfin, ce n'est pas vrai en tous les cas dans les autres pays. Voilà, Oui, on c'est peut, ça. On parle de la France, mais la France, mais évidemment, vous avez des pays voilà, où À forte prévalence. on a pu trouver, donc à forte prévalence, mais où on peut trouver des taux de transmission qui montent jusqu'à 4. D'accord, j'allais Voilà, dire tuberculose. 25, mais Non, 4, mais 4 c'est déjà C'est énorme. du délire, Enfin, c'est déjà très. Et là, dans ce cas-là, effectivement, le BCG est fortement recommandé. très bien. Alors, Quand on- sachant que le BCG, vous l'avez dit en début d'émission, on est sur quelque chose qui est ancien. Oui. Oui. Il est temps aussi de trouver des nouveaux traitements beaucoup plus modernes, qui sont beaucoup plus adaptés à la situation, à des formes de résistance, etc. Ça, c'est sur la partie traitement. Et aussi mettre en place des protocoles de prévention on peut tout à fait envisager des partenariats privés-publics pour pouvoir permettre d'avoir un petit peu plus de performance, et ce qui nous permettrait justement d'arriver à changer le débat et à éradiquer la tuberculose. Enfin. Parce que quand même, c'est un petit peu l'objectif. C'est un peu l'objectif. oui. Et effectivement, la tuberculose, comme l'a dit Nawel un petit peu plus tôt, c'est une maladie très opportune. Donc, dès que vous allez être un petit peu affaibli, ça vient se rajouter C'est un sur serial déjà killer. des conditions. Et c'est là où il faut pas se dire, voilà, parce que c'était des vieilles maladies, ça ne revient pas. Malheureusement, dès qu'on a un système immunitaire qui va être défaillant, on peut retrouver aussi certaines maladies anciennes qui vont revenir à cause justement de brassage de l'environnement, population, le climat, tous ces éléments-là vont avoir de toute façon un impact sur notre santé. D'où l'importance aussi de prendre conscience de la santé de chacun. C'est aussi notre bataille. C'est à nous aussi de la prendre en charge et d'être mieux informés pour savoir ce que l'on peut faire. Exact. Si je voulais faire un bon mot, je dirais que si la tuberculose pouvait avoir un impact sur le climat, vous auriez beaucoup plus de sous. Mais ça, évidemment, c'est un bon mot et ça fera sourire ceux qui me connaissent. Si on a $1 million, comment on fait pour vous les donner ? Je vous transmets mon RIB tout de suite. Est-ce qu'on peut faire des dons ? On peut tout à fait faire des dons, se rapprocher. Donc, nous avons une adresse email commune qui s'appelle donation au singulier @theunion THEUNION.org. Je mettrai tout ça, bien évidemment. Nathalie, Nawel, merci infiniment d'avoir accueilli Timeline dans vos locaux. Encore Merci une à fois, vous. bon Merci, anniversaire, Richard. bon premier centenaire. On imagine que l'Union va grandir, va encore apporter Le tout ce prochain qu'elle peut faire. rendez-vous le 24 mars pour la journée mondiale de la tuberculose. Exact, TB en anglais. Et si je peux juste rajouter une Oh, chose, vous c'est pouvez, vous êtes chez vous. souvenons-nous que la santé, enfin les droits de l'homme reposent également sur le droit à l'accès à la santé, à une bonne santé, c'est très important. Good health is a human right. Absolument. Absolument. J'adore. Merci beaucoup. Merci Richard. Merci Richard.